Donc, bonjour à tous et merci à tous de nous rejoindre pour ce premier webinaire organisé par la société Gaïa et le bureau d'études intégrales ingénierie dédié au décret tertiaire. Donc, l'intitulé, c'est 20 minutes pour comprendre et préparer l'échéance du 30 septembre 2022. On se laisse juste quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Donc, avant qu'on se présente, je vais vous partager quelques informations sur le déroulement de ce webinaire. Le webinaire va durer au total une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Vos micros sont coupés. Le webinaire est enregistré. Le lien du replay vous sera partagé par mail et sera disponible ensuite sur notre chaîne YouTube Gaïa Réunion dans quelques jours. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et nous allons y répondre à la fin du webinaire. Et un questionnaire de satisfaction vous sera également partagé à la fin pour nous permettre en fait de nous améliorer. Ok. Très bien. Je pense qu'on va commencer. On y va? Thomas, s'il te plaît, tu peux enchaîner. Alors, je suis Priscilla Mathurin, donc je suis responsable marketing de la société Gaïa. Et aujourd'hui, je vais donner la parole à deux intervenants, donc Thibaut Rebel, directeur général de Gaïa, et Thomas Coronne, ingénieur spécialisé, responsable du pôle management de l'énergie au bureau d'études d'ingénierie intégrale. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, au programme, Thomas Coronne vous présentera le cadre réglementaire, le process pour déclarer ses consommations énergétiques et Thibaut Rebel vous expliquera comment être prêt pour l'échéance du 30 septembre 2022. Et enfin, nous terminerons par vos questions-réponses. Et avant de commencer, nous vous proposons de répondre à ce sondage. Donc, quel est votre niveau de connaissance du décret tertiaire ? Bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Priscilla. Donc moi, Thomas Coronne, effectivement, responsable du pôle management de l'énergie chez Intégral Ingénierie. Donc là, on voit un petit peu le résultat de votre sondage, du sondage. Donc je vois que c'est assez partagé quand même. Pour certains d'entre vous, c'est une découverte, mais finalement assez peu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a quelques-uns qui sont assez avancés, donc ça c'est top. Et pour le reste, écoutez, on va essayer de faire un tour du sujet un peu complet. On va essayer d'être relativement synthétique et simple. Mais bon, voilà, ça fera une bonne piqûre de rappel général. Et puis, ça va nous permettre de préciser quand même certains points un peu clés du décret. Alors, du coup, pour commencer, qu'est-ce que le décret tertiaire ? Donc, le décret tertiaire, ça fait partie de la loi Elan, publiée en 2019.
Et l'objectif, globalement, c'est d'encadrer les réductions de consommation d'énergie dans le secteur tertiaire, dans les bâtiments du secteur tertiaire. Et ça a un objectif un peu plus global qui est la neutralité carbone voulue par le gouvernement d'ici 2050. Comment? Eh ben, on en reparlera tout à l'heure, mais le décret tertiaire, en fait, il n'impose pas de façon d'arriver au résultat, il impose uniquement des résultats. Cependant, en fait, il y a deux outils qui sont un peu implicitement suggérés, qui sont les actions d'amélioration de la performance énergétique et puis le suivi dans le temps des consommations. Je vous ai mis quand même quelques chiffres clés du secteur tertiaire en France. 970 millions de mètres carrés, 40% des consommations énergétiques finales et un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment pas négligeable et c'est pour ça que ça fait partie, c'est un gros sujet pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bon, une fois qu'on a dit ça, quels sont les bâtiments qui vont être concernés par ce décret tertiaire? Globalement, c'est tous les bâtiments autres que le secteur primaire, donc type agriculture, etc., ou le secteur secondaire, type industrie. Il y a quand même un petit critère supplémentaire à respecter pour que le bâtiment soit concerné, qui est le sujet des 1000 mètres carrés. Donc ça peut porter un petit peu à confusion. Donc il y a quand même 3 cas de figure qu'on vous a représentés ici. Soit votre bâtiment, c'est un immeuble entièrement tertiaire. Et alors dans ce cas-là, il faut que le bâtiment fasse plus de 1000 mètres carrés pour qu'il soit concerné par le décret. Soit c'est un bâtiment mixte, par exemple un bâtiment avec des magasins et des logements. Et dans ce cas-là, il faut que la surface totale de la zone tertiaire fasse plus de 1000 mètres carrés, sans compter les logements. Et le dernier cas de figure, c'est quand on a plusieurs bâtiments sur une unité foncière, par exemple un collège. Et dans ce cas-là, il faut que la somme des surfaces des bâtiments fasse plus de 1000 mètres carrés. Donc voilà les 3 cas en fait, d'assujettissement des bâtiments. Quelques exceptions quand même dans le secteur tertiaire que je vous ai mis. Les constructions provisoires type Algeco sur un chantier, les lieux de culte et puis les bâtiments assurant une activité de défense. Cependant, dans le décret tertiaire, en fait, on parle très peu de bâtiments. On réfléchit majoritairement en entités fonctionnelles assujetties, EFA. Ça, c'est vraiment le point clé. C'est très important de comprendre ce que ça représente. Donc, on vous a mis un petit schéma pour vous expliquer ça. Donc, imaginez un bâtiment où vous avez 3 locataires sur différents étages et 2 propriétaires. Le premier propriétaire, il loue ses locaux à un locataire et le second, il loue à 2 locataires. Bien, en fait, les objectifs de réduction de consommation du décret tertiaire, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, s'appliquent au niveau des entités fonctionnelles assujetties et non pas du bâtiment entier. Les entités fonctionnelles assujetties, en fait, ce sont les binômes propriétaires-locataires. Donc, en fait, chaque binôme va devoir atteindre l'objectif de réduction de consommation. Et on ne réfléchit pas au niveau du bâtiment global. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre parce qu'en fait, il n'y a pas d'objectif au niveau du bâtiment. Il va falloir découper le bâtiment en entités fonctionnelles et appliquer les objectifs à chacune de ces entités fonctionnelles. Donc, qui est assujetti et comment sont répartis les rôles? J'ai déjà un petit peu répondu à la question. Les locataires, les propriétaires, mais les syndics de copropriété ont également un rôle d'information lors des assemblées générales. Je m'explique, tout simplement, si vous êtes propriétaire de 200 mètres carrés au sein d'un bâtiment, en fait, vous ne savez pas si le bâtiment il fait plus de 1000 mètres carrés et si dans ces 1000 mètres carrés, c'est que des activités tertiaires ou pas. Donc, le syndic de copropriété a le devoir de vous informer en assemblée générale du décret tertiaire. De l'autre côté, il y a ce binôme locataire-propriétaire dont on a déjà parlé. Et ce binôme, il va devoir travailler ensemble. Donc, il y a une collaboration qui est nécessaire. Il va falloir se répartir les tâches. On y reviendra un petit peu plus en détail après. Et il va y avoir une responsabilité partagée, mais différenciée, au niveau des résultats. Les résultats et de l'atteinte des objectifs. Bon, maintenant qu'on a défini qui était concerné, quels sont les bâtiments concernés et les entités fonctionnelles, quels sont les objectifs de ce décret? Alors, il y a en fait deux possibilités d'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Il y a une baisse relative de la consommation énergétique par rapport à une année de référence, donc qui a été fixée à moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050.
À titre d'exemple, si vous consommez 100 à un instant T, vous devrez faire moins 40% en 2030, donc atteindre 60, etc. en 2040, etc. en 2050. Et donc, pour faire moins 40%, moins 50%, moins 60%, il faut bien se comparer à une base, et c'est ce qu'on appelle en fait l'année de référence. Et donc, il y a quelques critères pour choisir cette année de référence. Donc, elle doit être située entre 2010 et 2019. Elle doit être sur 12 mois consécutifs, mais pas nécessairement une année calendaire. Hein, ça peut être de juin à juin. Voilà. Et les données de consommation doivent être issues des factures énergétiques. Ça, c'est très important. Les données ne peuvent pas provenir des relevés de compteurs, par exemple, que votre technicien aura fait dans votre bâtiment. Il faut nécessairement que les données soient issues des factures. Et donc, il faudra se rapprocher de votre ou vos fournisseurs d'énergie. L'autre possibilité, c'est l'atteinte d'un seuil de consommation en valeur absolue. Donc, c'est un seuil qui est fixé en kilowattheures par mètre carré par an et qui est défini selon le type de bâtiment. Donc, le type de bâtiment, voilà, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais il y a les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux, entrepôts logistiques, etc. etc. Voilà. La liste exhaustive, elle se trouve sur Internet, mais il y a un objectif par type de bâtiment. À savoir que dans les DOM, on ne connaît pas encore les seuils en valeur absolue. En métropole, on les a déjà, mais dans les DOM, ça devrait paraître au second semestre 2022. Juste pour préciser, vous n'aurez jamais en fait à choisir la façon d'atteindre l'objectif. En fait, c'est seulement le premier des deux objectifs qui sera atteint, et bien vous aurez respecté les conditions du décret tertiaire. Je vous ai mis un petit cas d'usage pour illustrer ça en fait. Donc, prenons l'exemple d'un entrepôt logistique A qui est plutôt vieux, construit en 1980, sur lequel voilà, il n'y a pas de protection solaire, pas forcément d'isolation, les systèmes énergétiques ne sont pas très performants et il n'y a pas de régulation. Et bien, dans cet entrepôt, il y a probablement une facture énergétique qui est relativement importante et surtout, il y a des gisements d'économie qui sont importants parce que justement, les systèmes énergétiques sont peu performants, il n'y a pas de protection solaire, etc. Et donc, sur ce type de bâtiment, on va pouvoir se dire qu'on peut peut-être faire 40% d'économie parce qu'il y a des gisements d'économie d'énergie. Donc, on pourrait atteindre en premier la baisse relative des consommations. À l'inverse, sur un bâtiment récent, typiquement construit en 2019, voilà, où les équipements sont performants, il y a de l'isolation, il y a un système de régulation centralisé, et bien là, votre facture énergétique, elle est plus maîtrisée, elle est un peu plus maîtrisée, et donc il y a un peu moins de gisements d'économie d'énergie. Donc, dans ce cas-là, probablement que le seuil en valeur absolue sera atteint en premier. Donc voilà, maintenant, comment atteindre les objectifs? Donc, ce que je vous disais, c'est que le décret tertiaire, c'est une obligation de résultat. On ne vous impose pas le chemin à prendre, mais globalement, il y a deux outils. Le premier, c'est la mise en place d'actions d'amélioration de la performance énergétique. Donc, globalement, il y a 4 types d'actions. La sobriété, ce sont des actions globalement de bon sens, éteindre la lumière la nuit, optimiser les températures de consigne de climatisation, etc. Les actions sur l'enveloppe, le bâti, donc l'isolation, la protection solaire, etc. Les actions d'efficacité énergétique, donc avoir des systèmes plus performants, par exemple des LED plutôt que des tubes fluo. Et les actions qui sont liées à l'humain, donc la sensibilisation et la formation des usagers. Cependant, même si on met en place ces actions, ce que je vous disais, les objectifs sont en 2030, 2040, 2050. Donc, ce n'est pas tout d'atteindre les objectifs en 2023. Il va falloir maintenir le niveau de performance dans le temps. Et donc, il va falloir être réactif face aux dysfonctionnements et aux dérives de consommation. Et il va aussi falloir lutter contre la perte de connaissances progressive dans le temps. Typiquement, un changement d'exploitant, le mainteneur qui est remplacé, etc. Et donc, pour ça, le deuxième outil qui est à disposition, c'est le monitoring des énergies. En fait, c'est le suivi globalement de la performance énergétique. J'illustre un peu mon propos, mais le monitoring, c'est quoi? En fait, ça va être une cartographie du fonctionnement de votre bâtiment. Grâce au monitoring, typiquement, c'est la mise en place d'objets connectés sur vos compteurs d'électricité, vos compteurs de gaz, ou tout autre type d'énergie. Votre suivi sur vos consommations d'eau de ville ou sur d'autres facteurs statiques type l'air, la qualité de l'air, la température, l'hygrométrie, etc. En fait, on a un panel de données qu'on peut remonter. Et donc, ces objets connectés vont nous permettre de suivre en temps réel ces données.
Et ces données, ensuite, elles vont être exploitées sur une plateforme d'analyse qui va agréger toutes ces données et où on va avoir le suivi en temps réel du fonctionnement du bâtiment. Et donc ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir être très réactif. Je vous donne un exemple. Si vous n'êtes pas dans votre bâtiment le week-end, vous savez qu'il est inoccupé, vous voyez une consommation d'eau de ville le week-end, vous pouvez très rapidement cibler le fait qu'il y ait une fuite et donc corriger cette dérive de fonctionnement. Donc voilà un petit peu, j'ai brossé un petit peu globalement le tableau du décret tertiaire, ses objectifs et qui est assujetti. Un rapide point sur l'agenda. Donc voilà, je disais, publié en 2019. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une première échéance au 30 septembre 2022, qui est très importante, où il va falloir déclarer les consommations d'énergie et le patrimoine assujetti au décret tertiaire sur la plateforme Opérate. La plateforme Opérate, qui est la plateforme développée par le ministère de la Transition écologique et qui va en fait agréger les données à l'échelle de la France, métropolitaine et dom-tom. Et donc, où il faudra renseigner vos données de consommation et les données du patrimoine assujetti. Et donc ça, l'échéance est au 30 septembre 2022. Donc, c'est très bientôt, c'est dans moins de 3 mois, dans plus de 3 mois. Et derrière, les autres échéances, en fait, globalement, ce sera dans 2030, 2040, 2050, où on vérifiera que vous avez bien atteint les objectifs du décret tertiaire. Là, on rentre un petit peu plus dans le dur, entre guillemets, avec les différentes étapes de mise en conformité. Je ne vais pas tout détailler, mais on vous enverra de toute façon la présentation, donc vous aurez le détail de ces étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'échéance du 30 septembre 2022 et que pour atteindre correctement cette échéance, il y a à minima 6 étapes à effectuer. Notamment la collecte des données au niveau du patrimoine et des données de consommation, la définition du patrimoine assujetti et des entités fonctionnelles assujetties, ensuite la répartition des responsabilités, le choix de l'année de référence et la déclaration sur la plateforme Opérate. Donc, ces 6 étapes, mine de rien, c'est assez chronophage. Et donc, c'est dans à peine 3 mois qu'il va falloir se mettre en conformité. Et ça risque d'être compliqué de se réveiller, on va dire, le 28 septembre pour une échéance au 30 septembre. Donc, il y a vraiment une nécessité de prendre un petit peu de l'avance sur ces sujets-là. Et puis ensuite, la continuité de ça va être le monitoring dont je vous parlais juste avant. L'audit énergétique, très important parce que c'est grâce à l'audit qu'on va pouvoir définir les actions d'amélioration de la performance qu'il va falloir mettre en place. Et puis ensuite, définir une stratégie patrimoniale et puis faire le suivi annuel de la performance, c'est-à-dire qu'il va falloir renseigner chaque année vos données de consommation sur la plateforme Opérate. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques risques si vous êtes assujetti et que vous ne mettez pas en place la démarche. Il y a des amendes pour les personnes physiques ou les personnes morales responsables. Il y a également un label qui a été créé, qui est représenté par les 5 petites feuilles, où le meilleur étant les 3 feuilles vertes, le pire étant la feuille grise, donc qui montre votre avancée dans la démarche. Et ça va avoir un impact si vous voulez louer ou vendre vos locaux. Et le dernier point, c'est ce qu'ils appellent le name and shame. Alors là, en fait, c'est un site internet qui a été créé par le ministère et sur lequel, en fait, vont être publiés le nom des entreprises ou des acteurs publics qui ne respectent pas le décret tertiaire. Alors, il y a des risques, mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ce décret tertiaire, c'est aussi une opportunité, globalement. Ce n'est pas que pour vous embêter, il y a beaucoup de bénéfices à mettre en place une telle démarche. Le plus évident, bien sûr, c'est la réduction de l'impact environnemental. Vous consommez moins d'énergie, vous émettez moins de gaz à effet de serre. Il y a aussi un vrai impact financier, un vrai bénéfice financier, puisque vous allez diminuer votre facture énergétique. Le prix de l'énergie augmentant, c'est d'autant plus intéressant. Vous allez améliorer votre image de marque et vous allez également valoriser votre parc immobilier. Ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous souhaitez louer ou vendre, ça peut avoir un impact. Donc, voilà un petit peu pour le décret tertiaire, les tenants, les aboutissants.
Là, je vais juste vous parler très rapidement de la plateforme Opérate. Ce qu'on va vous demander en fait sur cette plateforme. Il faut savoir que renseigner toutes les données sur la plateforme Opérate, c'est une démarche qui est assez longue et fastidieuse. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Globalement, il y a deux façons de faire. Soit vous avez un patrimoine réduit, un patrimoine immobilier réduit, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez aller sur la plateforme et faire la démarche pas à pas. Voilà, c'est guidé, c'est guidé. Si vous avez un patrimoine important, alors là, je vous le déconseille, parce que ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Et ils mettent à votre disposition des fichiers CSV. Donc là, je vous ai mis un exemple. Ici, c'est l'exemple pour définir le patrimoine assujetti. Donc, grosso modo, en fait, on va vous demander toutes les informations que vous aurez récoltées durant les 6 premières étapes que je vous définissais tout à l'heure. Le patrimoine assujetti, les entités fonctionnelles, toutes les données administratives des entreprises, etc. etc. L'autre point sur Opérate, c'est rentrer les données de consommation. Donc, pareil, là, il va falloir segmenter vos données de consommation et remplir un fichier pour mettre les données sur la plateforme. Sachez que ces fichiers-là, ils vous seront communiqués dans la présentation, donc vous aurez accès pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, c'était quand même pour vous dire que cette déclaration, elle prend du temps. La deadline étant, enfin l'échéance étant en 30 septembre 2022, il faut s'y prendre un petit peu en avance parce que c'est assez long et fastidieux. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris ce qu'était le décret tertiaire, que vous avez un petit peu plus de clés maintenant pour y répondre, pour y faire face. Donc, je vais laisser la parole à Thibaut Rebel de Gaïa, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la question-réponse et puis on y répondra en fin de présentation. Merci beaucoup Thomas. Je vois que ça réagit et qu'il y a effectivement quelques questions qui sortent depuis le début de ton propos. On voit que ça suscite en tout cas l'intérêt de l'auditoire. Maintenant qu'on s'est dit ça, effectivement, il va falloir passer à l'action. L'échéance, elle est dans 3 mois et il y a l'étape préalable à la déclaration sur Opéra, elle est quand même effectivement assez complexe. Donc, il y a de la complexité, c'est des démarches qui sont fastidieuses dans la mesure où il faut coordonner le travail, il faut coordonner les personnes, les différentes parties prenantes entre elles, donc les syndics, les propriétaires, les occupants, les usagers du bâtiment, récupérer les différentes données patrimoniales de consommation. Et puis, il va aussi falloir se poser la question de, une fois qu'on a posé les déclarations, comment on avance par la suite, comment on budgète les différentes améliorations et comment on priorise les actions. Donc ça, c'est l'ensemble des problématiques auxquelles vous allez devoir faire face si vous êtes assujetti pour répondre à un enjeu de constituer un plan d'action qui soit pertinent, cohérent pour l'atteinte de ces objectifs et saisir l'opportunité que représente ce décret sur le fait de construire une politique d'efficacité énergétique au sein de votre structure pour effectivement profiter de cette opportunité pour valoriser vos actions et votre patrimoine et récupérer des économies sur vos factures. Il y a l'échéance du 30 septembre en ligne de mire et il va être impératif d'avoir un interlocuteur, un référent qui soit en charge de cette démarche dans votre structure pour coordonner l'ensemble de ces étapes. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est probablement de se dire, est-ce que j'internalise la démarche ou est-ce que je l'externalise? Donc, l'internaliser, ça veut dire avoir une personne référente qui va prendre en main le sujet directement. Et c'est souvent quelqu'un comme un responsable QSE ou un manager énergie, s'il existe dans la structure, pourquoi pas un contrôleur de gestion qui va être en lien à la fois entre les opérations et l'ensemble des documents financiers. Maintenant, ce qu'il va falloir, Thomas, je veux bien que tu passes la slide d'après, ce qu'il va
ce qu'il va falloir, voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous disposez des ressources et du temps pour traiter cette problématique-là? Alors, des ressources, ça veut dire des compétences techniques sur des sujets énergétiques, et du temps, c'est effectivement pour viser l'échéance du 30 septembre. Au sujet de la déclaration, ça reste effectivement long et fastidieux. Ça reste de la démarche administrative sur lequel un prestataire extérieur ne va pas nécessairement avoir beaucoup de valeur ajoutée, si ce n'est dans sa capacité à coordonner les acteurs et à être à l'aise avec la plateforme, car par expérience, voilà, certains mécanismes se mettent en place pour ça. Maintenant, une fois que vous avez fait votre déclaration et que les objectifs sont fixés, la construction de la stratégie, la réalisation des travaux d'amélioration et toutes les opérations de suivi de performance dans le temps vont probablement nécessiter le recours à des acteurs qui sont externes à votre structure, parce que votre métier de base, ce n'est pas forcément effectivement de travailler sur les sujets énergétiques. Vous avez probablement d'autres activités principales à gérer, que ce soit un commerce, un collège, une structure d'éducation, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, ça peut avoir du sens de confier dès le départ la mission à un prestataire externe. C'est un peu aussi dans cette veine-là qu'on a souhaité partager ce propos avec Intégral sur la cohérence que peut représenter le fait d'avoir une structure orientée bureau d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui puisse coordonner toutes ces étapes préalables d'accompagnement et de suivi, et une structure comme Gaïa qui serait susceptible effectivement d'intervenir sur tout ce qui est monitoring, réalisation de travaux, préconisation, accompagnement de financement pour réaliser l'ensemble des prestations. Voilà, en tout cas, notre temps est imparti. J'espère que on a répondu à l'ensemble de vos attentes, et on va s'attacher désormais à répondre à vos questions. Et je vais laisser du coup Priscilla coordonner un petit peu la suite là-dessus. Peut-être Thomas, je te laisse répondre aux premières questions que tu as eu le temps de voir. Oui, j'ai eu le temps de regarder. Donc, il y a eu pas mal de questions effectivement sur le chat. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, mais on va faire au mieux. Donc, bonjour, choix de l'année de référence pour un commerce. Avez-vous des pistes pour faire ce choix? Alors, l'année de référence, en fait, il n'y a pas vraiment de commerce, hôpital ou ce que vous voulez. Ça va dépendre tout simplement des consommations que vous allez voir de l'année 2010 à 2019. Et implicitement, vous allez probablement prendre l'année de référence comme étant l'année où vous avez consommé le plus. Parce que c'est là-dessus où vous pourrez faire le plus d'économies d'énergie. Mais ce n'est pas lié au commerce ou à un autre type de local. Ensuite, nous avions une question de plusieurs entités fonctionnelles, plusieurs bâtiments sur une même parcelle cadastrale, un bailleur avec plusieurs locataires. Tout simplement, il y a juste plusieurs entités fonctionnelles sur cette même parcelle cadastrale. Il y aura une entité fonctionnelle pour le bailleur avec un des locataires, une autre avec le bailleur avec un autre locataire, etc., etc. Donc, il peut tout à fait y avoir plusieurs entités fonctionnelles sur la même parcelle cadastrale. Ensuite, on avait une question sur les DOM-TOM, s'ils sont concernés. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est parce que France Métropolitaine et DOM-TOM sont concernés. Et tous les bâtiments, donc de plus de 1000 m², etc., enfin, je repasse là-dessus, mais sont concernés. Alors, comment gérer ça c'est intéressant. Comment gérer la baisse de consommation sur un bâtiment qui sera livré en 2023 avec des installations déjà performantes? Alors, tous les bâtiments qui ont été construits avant le décret tertiaire sont bien évidemment assujettis, mais les bâtiments neufs le sont également. Si vous construisez un bâtiment en 2023, il sera assujetti au décret tertiaire à l'objectif 2030.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si le bâtiment il est déjà performant, eh ben, très probablement, vous n'allez pas viser le moins 40%, parce que c'est très compliqué de faire 40% sur un bâtiment performant. Vous allez probablement atteindre en premier le seuil en valeur absolue, en kilowattheure par mètre carré par an. Et vu que votre bâtiment il est déjà performant, bah, peut-être en fait, vous n'aurez rien à faire. Peut-être que vous serez déjà en dessous du seuil, et donc bah, en fait, il n'y aura pas d'action à mettre en place. Et peut-être vous serez un peu au-dessus, et dans ce cas-là, faudra trouver des gisements d'économie sur votre bâtiment. Ce que tu veux dire, Thomas, c'est qu'effectivement, si le niveau de performance du bâtiment, il a une consommation qui est inférieure au seuil de la valeur absolue, donc la conformité, elle est acquise de fait. Elle est acquise de fait, mais après, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que aujourd'hui, en 2022, vous êtes sous le seuil en valeur absolue que vous le serez en 2030. C'est ce que je vous disais, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a des dérives dans le temps et du coup, il faut pouvoir contrôler ces dérives et maintenir le niveau de performance jusqu'à 2030. Si en 2030, vous êtes repassé au-dessus du seuil, vous ne serez pas conforme. Alors, on a nous une autre avons une question autre sur… question. Ouais. Est-ce que la consommation de l'éclairage extérieur doit être intégrée dans la consommation des bâtiments? Et dans l'affirmative, doit-on l'agréger proportionnellement à la surface? Alors oui, la consommation de l'éclairage extérieur doit être considérée. Par contre, sur le critère d'assujettissement des bâtiments qui est de 1000 m², c'est sur une surface utile, surface plancher, pardon. Et du coup, on ne prend pas en compte les espaces extérieurs, type parking. Donc, vous ne prendrez pas en compte les mètres carrés de parking. Par contre, vous allez prendre en compte les consommations d'électricité qui ont lieu sur ce parking, typiquement les éclairages extérieurs. Ensuite, la première difficulté est de savoir si on est assujetti ou pas. C'est donc bien une initiative de notre part. Oui, en effet, avec quand même un petit point à souligner. Ce que je disais tout à l'heure pour les syndicats de copropriété, c'est que vous n'êtes pas forcément au courant que vous êtes assujetti, parce que vous ne savez pas si le bâtiment dans lequel vous avez des locaux fait plus de 1000 m². Donc, il y a une responsabilité de la part du syndic de copropriété ou, à défaut, du propriétaire. Si le propriétaire a le bâtiment en entier et qu'il a plusieurs locataires, vous, en tant que locataire, vous ne savez pas, théoriquement. Donc, c'est au propriétaire de faire la démarche. Après, si vous êtes informé et que vous voyez que votre propriétaire, par exemple, ne fait pas la démarche, vous pouvez, vous devez même vous rapprocher de lui parce que vous êtes assujetti en tant que locataire. Donc, l'échéance du 30 septembre 2022 vous concerne. Et puis c'est aussi une question de responsabilité plus qu'une initiative, c'est que en fait, de fait, si vous êtes sur un site qui est lui assujetti, vous avez la responsabilité de vous conformer au décret. Donc attention, si vous êtes dans un local de 20 m², mais dans un bâtiment qui fait plus de 1000 m², du coup, ça ne vous exonère pas du sujet. Tout à fait. Ensuite, une autre question. Dans le cadre d'un établissement scolaire, la surface à prendre en compte intègre-t-elle les locaux d'enseignement ou seulement les locaux de bureau? Non, tous les locaux, enseignement et locaux de bureau, c'est la surface de plancher. Donc, ça intègre tout ça. C'est considéré comme du tertiaire. Une personne qui obtiendrait un label orange a combien de temps pour passer au label supérieur? Alors là, c'est une très bonne question. Il y a un ciblage, il y a un objectif cible pour 2030. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une notion de conformité à l'horizon de 2030. Très bien. Ensuite, sur un site industriel de production, est-ce que les bureaux des responsables et autres sont concernés? Et est-ce que la surface de stockage est également concernée? Alors ça, c'est un petit peu compliqué, on va dire. On va commencer par les les surfaces de stockage. Alors, si le stockage est un stockage, on va dire, en flux tendu, c'est-à-dire que les marchandises ne restent que
entre 3 à 5 jours, alors dans ce cas-là, le local de stockage est considéré comme faisant partie de l'activité industrielle. Donc, il n'est pas concerné par le décret tertiaire. Si par contre, c'est du stockage long terme, alors dans ce cas-là, on prend en compte la surface de stockage comme une surface tertiaire. Sur un site industriel, il faut faire, ce que dit le décret tertiaire, c'est qu'entre guillemets, il faut faire preuve de bon sens. On va dire le bureau du contremaître qui est en plein milieu des activités industrielles, vous n'allez pas le considérer comme une surface de bureau parce que ça fait pleinement partie de l'activité industrielle. Par contre, si vous avez votre activité industrielle et puis il y a une autre partie dans les locaux qui sont entièrement bureaux, alors cette partie bureau, potentiellement, elle est assujettie si elle fait plus de 1000 m². Si uniquement la surface des bureaux fait plus de 1000 m². Peut-être une dernière question, Priscilla? Oui. Le seuil restera-t-il fixe ou va-t-il baisser à l'avenir? Il va baisser. Donc là, le seuil, il va être fixé pour 2030. Enfin, il est fixé en métropole, il va être défini pour les DOM pour 2030. Et puis, en fait, il va y avoir une révision du seuil. Et donc, il va s'abaisser en 2040 et puis encore s'abaisser en 2050. En fait, ce seuil, typiquement, en fait, il prend en compte les évolutions technologiques qu'on va pouvoir avoir au niveau des systèmes énergétiques ou des isolations, des protections solaires, etc. Merci beaucoup. De toute façon, l'ensemble des questions auxquelles on n'a pas répondu sont enregistrées. On tâchera de faire une réponse à l'ensemble d'elles et qu'on vous enverra directement par mail par la suite, de façon à ce que personne reste frustré de ne pas avoir eu sa réponse. En tout cas, merci Priscilla pour cette présentation et merci Thomas pour la clarté du propos. Et je laisserai Priscilla nous dire le mot de la fin pour clôturer ce webinaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à ce premier webinaire Gaïa. Voilà, on espère que ça vous a plu et que vous avez mieux compris aussi les enjeux du décret tertiaire qui va prendre tout son sens, j'imagine, fin septembre 2022. Je remercie également Thomas Coronne pour son intervention, pour son expertise. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau webinaire ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas professionnelle. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.